À la COP26. Alors vous êtes ici en lien direct avec la COP26. On va sur les 15 jours de la COP rediffuser une série d'événements qui traitent de la place de l'océan et de la question de l'océan, à la fois dans le climat, mais surtout dans la négociation internationale de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Vous êtes ici dans une version virtuelle de cette COP, puisque Covid aidant, disons, les pratiques et les technologies, la diffusion des technologies ont beaucoup avancé, ce qui nous a permis à l'UBO et à d'autres partenaires, donc Céline Liret ici, qui est d'Océanopolis. Moi je suis Denis Bailly, je suis économiste de l'environnement ici à l'UBO, et on a été tous les deux disons, partie prenante d'une aventure qu'on va vous raconter. Celle-là c'est un pavillon virtuel, c'est le pavillon océan virtuel à la COP26 que nous avons créé, qui est piloté par ce qu'on appelle le Global Ocean Forum, qui est piloté des États-Unis et qui est un partenariat international auquel on est associé depuis pas mal d'années, et qui à la fois rediffuse dans l'espace virtuel des événements qui se tiennent physiquement à Glasgow, mais qui met aussi à disposition internationale, du public international, une série d'événements qui sont tout simplement ce qu'on appelle couramment des webinaires, des événements qui se passent enregistrés et qui sont rediffusés sur ce pavillon. Alors, je vais passer tout de suite à... Je vais avoir besoin d'un peu d'aide pour le mettre en plein écran. Je vais repérer le pulsel sur Voilà, alors on va essayer de faire ça à deux voix, sans s'être coordonné avant. Donc c'est une introduction. Qu'est-ce qu'une COP? Donc la COP, le sens de la COP, c'est la conférence des parties, Conference of Parties. La conférence des parties, c'est les parties dans une convention internationale, ce sont les États qui ont signé un accord international qui les engage plus ou moins, enfin, qui les engage pour les moyens qu'ils se donnent pour mettre en œuvre les engagements qu'ils prennent sur des objectifs internationaux. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, est une des trois conventions qui sont issues d'une conférence internationale qui était très importante, qui est le sommet de la Terre, qui s'est tenu à Rio en 1992, et qui a fait un point important après la notion de développement durable qui avait été actée un certain temps avant. C'était vraiment un point sur où faut-il créer des dynamiques de coopération internationale, sur quel sujet. Les trois sujets ont été retenus en 92, dont il est sorti trois conventions, donc celle sur le changement climatique, la convention sur la diversité biologique et la convention sur la désertification, la CNULD, qui est donc trois conventions qui fonctionnent un peu de la même façon, c'est-à-dire avec une convention signée par des États et la conférence des parties qui se réunit régulièrement, celle sur le changement climatique se réunissant tous les ans, depuis 1995, 14 plutôt, parce qu'on a raté celle de l'année dernière, c'est pour ça qu'on est à 26 cette année, pour traiter des enjeux du changement climatique, problématiques d'atténuation et problématiques d'adaptation aux effets du changement climatique. Un petit mot pour compléter ce que dit Denis. Vous avez déjà entendu parler des COP, mais souvent COP climat, en fait que l'on connaît moins, par exemple c'est la COP biodiversité. Elle a eu lieu de manière virtuelle il y a quelques jours. Elle s'est terminée il y a quelques jours, ce qu'on appelle la COP 15. Donc souvent il y a un mélange entre les COP climat, les COP biodiversité. En fait c'est lié au mode de fonctionnement dont vient vous présenter Denis. En fait on est toujours sur un engagement, voilà, les États
qui se réunissent pour échanger sur l'avancée des conventions. Des conventions, finalement, ce sont des conventions internationales qui permettent de définir les engagements des États. Donc il y a la même chose sur la biodiversité il y a quelques jours, en distanciel, et elle va faire l'objet d'un deuxième temps en mars, cette fois-ci en présentiel, en Chine à Kunming. Et si l'équipe n'est pas épuisée après cet événement cette fois-ci, on essaiera de vous faire pareil, en parallèle de la COP à Kunming en Chine, la COP à l'IUM. Et donc, dans la COP climat, en fait, il y a plusieurs temps. Il y a eu l'idée de travailler ensemble sur le changement climatique, puis il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place. Et donc, il y a eu ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto, qui a été très très important. Et puis, le protocole de Kyoto arrivant à la fin, il fallait refaire un protocole, rediscuter de la manière dont on avance, et puis l'urgence climatique aidant, disons, le dernier accord sur lequel on travaille, c'est l'accord de Paris, donc la COP 21 en 2015, qui se donne pour objectif d'essayer de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de la température globale de la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à la moyenne de la température entre les années 1850 et 1900, et si possible, essayer de ne pas dépasser 1,5 degré, mais comme vous en avez tous entendu parler, on est loin de réunir les conditions. Alors les grands objectifs de cette COP26 qui a lieu en ce moment, qui a démarré hier, donc là en résumé, il y a 4 grands enjeux: atténuer, adapter, financer et collaborer. Je pense que ces notions d'atténuation, d'adaptation, en fait, sont des notions que vous devez un peu connaître aujourd'hui. Dans le volet atténuation, évidemment, l'objectif est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de maintenir, comme le disait Denis, l'objectif qui a été pris en 2021, pendant la COP 21, donc de maintenir en fait le réchauffement global en dessous des 2 degrés et plutôt proche de 1,5 degré. En termes d'adaptation, en fait, on sait que le changement climatique a un impact majeur sur évidemment les populations. Donc là, il y a un enjeu évidemment lié aux populations qui sont directement impactées par l'augmentation du niveau de la mer, l'accroissement des événements extrêmes qui impactent directement en particulier les populations littorales. Et puis, ça c'est un élément important aussi, ce volet lié aux écosystèmes. Aujourd'hui, le volet biodiversité et climat, en fait, ne peuvent pas être dissociés. En fait, dans la COP 15, on parle de l'érosion de la biodiversité qui est majeure. Il y a différents facteurs qui impactent, qui sont à l'origine de cette érosion de la biodiversité. Et un des éléments, c'est le changement climatique. Et en fait, quand on ne limite pas le changement climatique, on augmente évidemment l'érosion de la biodiversité. Donc quelque part, l'enjeu là, c'est aussi d'associer biodiversité et climat, d'en faire vraiment 2 éléments indissociables. On parle beaucoup plus du changement climatique parce qu'on a réussi à le résumer par rapport à cet indicateur température. La biodiversité est plus complexe. Donc c'est vrai que résumer l'érosion de la biodiversité par un indicateur aujourd'hui, on n'a pas trouvé, on cherche mais on ne trouve pas. Mais pour autant, en fait, c'est 2 éléments qu'il faut associer. Le volet finance, évidemment, ça c'est essentiel. Il faut à tout prix pouvoir financer l'ensemble des travaux, comment on atténue, comment on adapte, comment on collabore. Eh ben, il faut des financements. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut évidemment pouvoir être présent sur le terrain et pour ça accompagner les populations, travailler aussi sur aujourd'hui quelles sont les activités qui impactent, qui font qu'on n'arrive pas à limiter le changement climatique. Et pour ça, évidemment, il faut de l'argent. Et en particulier de l'argent pour accompagner les populations, les pays en voie de développement, pour qu'eux puissent anticiper, s'adapter et, voilà, par rapport au changement climatique. Et la dernière étape, c'est collaborer. En fait, le changement climatique, il faut que ça soit une collaboration internationale. C'est essentiel puisqu'en fait, le changement climatique est quelque chose de global. Ça touche évidemment toutes les régions du monde.
Et donc il faut, pour avancer sur ces solutions d'atténuation, d'adaptation, évidemment, il faut qu'il y ait un vrai partage des savoirs. Il faut améliorer la connaissance, donc il faut collaborer les scientifiques. Ça, c'est un élément essentiel, en fait. Dans le volet changement climatique, mais biodiversité aussi, on a besoin de la connaissance. Donc on a besoin de chercheurs, on a besoin de gens qui mènent des travaux pour savoir quel est l'état des lieux aujourd'hui, et puis trouver des solutions également. Donc ça, c'est vraiment essentiel, cette approche internationale et cette synergie entre tous les acteurs. Donc, you want to start? Alors là, vous avez la COP en direct. Le ministre qui va parler, je ne sais pas lequel, je ne sais pas de quel événement il s'agit. Parce qu'on est en direct sur le pavillon français, du coup, ça tourne en continu. Vous voyez, c'est sur le site de ministère de la Transition écologique, la rediffusion de ce qui se passe en direct. Ça, c'était le pavillon à la COP. C'était pas voulu, mais c'était bien. Donc, alors, là, sans venir, l'idée c'est que ceci va être mis en ligne, et si on ne va pas aller trop dans le détail, mais la question centrale de l'accord de Paris, c'était comment atteindre cet objectif, donc si possible au plus proche d'1,5 degré, par le fait que chaque État partie ayant signé la Convention, donc il y en a beaucoup, les États-Unis sont même revenus, après temporairement avoir fait une petite parenthèse, que chaque État s'engage à faire ses objectifs pour 2030, pour 2050, pour réduire ses émissions. Donc, alors il y a plusieurs choses, il y a deux notions qui sont à retenir. C'est qu'il y a des contributions nationales déterminées, c'est-à-dire la contribution que chaque pays s'engage à mettre en œuvre pour participer de cet objectif collectif, et puis les plans d'action nationaux, les plans climat, les plans d'action nationaux, pour atteindre les objectifs de Paris à l'accord 2050. Et donc, l'objectif 2021, les pays ont déclaré on va faire ça, et tous les 5 ans se retrouvent pour dire est-ce que ce qu'on a promis, d'abord on a commencé à le mettre en œuvre, et est-ce que ce qu'on a promis permet, à l'horizon de 2100, d'arriver à l'objectif qu'on s'est donné. Donc la COP26 est importante, puisque COP21 plus COP26 moins COP21, pardon, ça fait 50. Ça veut dire que cette fois-ci, on fait le point sur les contributions déterminées qui ont été proposées à Paris en 2015, et on voit s'il y a plus d'ambition. Je vous invite à suivre cette semaine, à lire ce qui a été écrit dans différents journaux, pour voir qu'il y a un gros problème, il y a un gros souci, puisque certains gros émetteurs, comme par exemple la Chine, qui a redéposé sa mise à jour de sa contribution nationale déterminée, qui propose une ambition très très peu différente de celle de 2015, alors qu'on sait qu'il aurait fallu, et il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc il y a ce fameux bilan mondial. Alors ce bilan mondial, en fait, il n'est pas fait pendant la COP. L'essentiel du bilan mondial, vous connaissez tous le rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, c'est ce groupe-là qui fait régulièrement un rapport, donc on est au 6e rapport, le rapport 6, la R6, qui fait des calculs, en fait, qui fait tourner les gros modèles climat, et qui simule, fait des projections selon différentes hypothèses, différents scénarios, et qui pour l'instant dit, là où on en est des engagements des États, on est très très loin, on est plus proche autour d'un 3 degrés en 2100, donc ça ne va pas du tout. Denis, juste pour compléter, de dire qu'il y aura une intervention d'Anne-Marie Tréguier, donc, qui présentera le rapport 6, justement, du GIEC. Alors, je ne sais pas quelle date. Jeudi. Donc, jeudi. Donc, rendez-vous jeudi pour que vous en sachiez plus sur le 6e rapport du GIEC. Vous avez accès au programme, et le programme, il est par ailleurs affiché ici. Vous retrouvez toutes ces dates. Là, donc, des sujets, alors, il y a donc le gros sujet, c'est bien évidemment la diminution des émissions de carbone, décarboner toute l'économie, toute l'activité humaine, diviser par 2 les émissions.
et puis à terme quand même arriver à un bilan net zéro, c'est-à-dire ne pas émettre plus que ce qu'on est capable d'absorber. Dans ce cadre-là, il y en a qui sont capables d'avancer très vite, d'autres d'avancer moins vite. Donc on a ce qu'on appelle la notion de marché carbone, d'échange de carbone. On peut acheter des crédits carbone, c'est-à-dire un pays qui avance très vite dans la réduction de ses émissions carbone peut vendre du crédit à un pays qui a plus de mal et qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. La question du marché carbone, elle date du protocole de Kyoto, elle est un peu complexe, elle ne marche pas très très bien pour l'instant, et la question donc c'est comment, ces fameux articles 6, comment améliorer ces mécanismes d'échange pour que ça serve d'incitation, c'est-à-dire que finalement ceux qui avancent vite puissent vendre quelque part, trouvent un bénéfice pour avancer encore plus vite. Le cadre de transparence renforcée, c'est-à-dire améliorer la capacité à véritablement mesurer que les efforts faits donnent des résultats et mesurer ces efforts en termes d'évaluation des émissions de gaz. Dans 5 ans, donc on se retrouve là maintenant, prochain rendez-vous dans 5 ans. Quel est le planning vers ces 5 ans pour que ça ne soit pas on se revoit dans 5 ans et puis on rediscute à part que d'ici là, véritablement, on soit capable d'avoir des engagements beaucoup plus sérieux, surtout des gros pays émetteurs. Et puis, l'enjeu du financement d'adaptation, puisqu'on a parlé du fonds vert, du fonds de 100 milliards de dollars, mais pour l'instant, il n'est pas encore complètement rempli. Et donc, qui va donner et bien évidemment, l'enjeu, c'est qui va mettre la main à la poche entre les pays riches pour reverser vers les pays moins développés. Mais la question, c'est un grand pays comme la Chine, comme l'Inde, qui souhaiterait être du côté des pays qui reçoivent et que les pays développés disent non, vu que vous en êtes du point de vue de votre économie, vous pourriez être des contributeurs positifs au fond. Donc, article 8 et beaucoup de discussions là-dessus. Alors, l'océan à la COP. Donc l'océan à la COP, en tout cas pour la COP 26, il y a 3 messages clés pour l'océan. Donc ça, ces messages-là, en fait, sont issus de la plateforme Océan Climat, dont l'UPO, l'IVEM fait partie, donc Sanopolis fait partie également. Donc voilà, ça rassemble toute une communauté, et ça permet en fait d'avoir un message, de définir un message ambitieux et un message fort, et un message quelque part un peu unique, qui a plus de poids, en tout cas auprès des décideurs. Donc le premier élément, c'est l'ambition, et évidemment c'est de réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et atteindre, alors là l'autre objectif c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça c'est un des enjeux, et l'objectif, Denis vous parlait de l'agenda, donc ça doit être inscrit à l'agenda, c'est un des objectifs de faire en sorte que ça soit poussé et inscrit. Ensuite les solutions, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure des actions, donc de l'atténuation, de l'adaptation. C'est vraiment intensifier ces actions de l'adaptation et d'atténuation. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des solutions fondées sur la nature. Ce terme, en fait, c'est Nature Based Solutions, est issu en fait de travaux au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, dont le congrès a eu lieu à Marseille en septembre, début septembre. Et en fait, donc ça regroupe tout un ensemble, là aussi, d'organisations, d'acteurs, aussi bien ONG, des scientifiques. Donc cette organisation, elle est présente partout dans le monde, et elle vise, son focus, c'est vraiment la biodiversité. Et donc aujourd'hui, elle porte un message fort qui est de dire la nature, en fait, apporte des solutions. Et donc l'enjeu est de mettre en avant ces solutions fondées sur la nature. Donc un des objectifs, c'est évidemment d'intensifier ça, mais aussi tout ce qu'on appelle économie bleue bas carbone. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs maritimes se mobilisent, alors certains plus rapidement que d'autres, mais en tout cas malgré tout, il y a quand même là aussi, je pense au transport maritime, qui se donne une feuille de route vraiment assez drastique quand même pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc l'Organisation maritime internationale définit en fait aujourd'hui les transformations du transport maritime, aussi bien par rapport au mode de propulsion, les émissions de particules, les émissions de gaz à effet de serre, mais sur tout un ensemble d'éléments en
fait, aujourd'hui, il y a une feuille de route qui est définie, hein, et l'ensemble des acteurs du transport maritime doivent l'appliquer. Et évidemment, les énergies marines renouvelables, hein, aujourd'hui, on voit bien le déploiement des énergies marines renouvelables, même si ce n'est pas si simple que ça. Mais malgré tout, on sait que c'est une solution fondée sur en tout cas, à l'échelle de l'océan, c'est une vraie solution, hein, en tout cas, la mise en place de ces énergies marines renouvelables, puisqu'il y a un vrai potentiel au niveau de l'océan. Et puis, alors, dernier message, les facteurs de succès. Évidemment, Denis en a parlé juste avant, mais les financements, c'est un élément clé. Donc, et augmenter les financements et développer les connaissances scientifiques. La science, elle est essentielle, hein. Elle est vraiment essentielle. Donc, évidemment, il faut que l'ensemble des États se mobilisent pour augmenter les financements, pour pouvoir permettre, évidemment, plus de recherche sur l'océan. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux. Hein, il faut que vraiment on obtienne des financements et on puisse augmenter la recherche scientifique. Sur cette question de la recherche scientifique, on se rend compte qu'on est face à des phénomènes d'une extrême complicité. La prévision sur l'effet local, c'est-à-dire ce qui va affecter des activités économiques ou des personnes, est très très difficile à prévoir et suppose véritablement un dispositif d'observation, d'acquisition de données et de traitement de données qui est très 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 lourd pour régionaliser le changement, éventuellement localiser le changement climatique. On le voit sur un sujet, en particulier on parle d'acidification des océans, donc en termes de chimie de l'eau, l'acidification des océans, ça a été compris depuis longtemps. Par contre, l'expression locale qui fait qu'à un moment, on ne pourra plus élever des huîtres, par exemple, dans une baie en France, et le jour où ça arrive, le phénomène va très très vite. Et son impact économique, c'est pareil pour les événements extrêmes, c'est pareil pour l'érosion, etc. Le jour où ça arrive, ça va très vite. Et la capacité anticipée, et donc la capacité d'adaptation et la capacité d'éviter que ce soit une crise, elle repose essentiellement sur cet investissement dans l'observation et la connaissance. Donc, en fait, la question, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que quand le gouvernement français préparait la COP 15 à Paris, 2 ans avant, donc en 2013, à l'époque c'était Ségolène Royal, qui avait été ministre et qui avait décidé de faire que la France porte la question de l'océan dans la Convention. Donc la Convention existe depuis 1993, 14, sa mise en œuvre. De porter l'océan, le mot n'avait jamais été écrit nulle part dans la Convention climat, alors que l'océan joue un rôle fondamental dans la régulation du climat. Ça, c'était l'idée de départ. Mais depuis, on sait aussi que l'océan est impacté et le domaine littoral, toutes les ressources marines sont fortement impactées. Donc il s'agissait de faire entrer l'océan dans la COP de la Convention climat, donc pour toute une série de raisons que je ne reprends pas ici, mais c'est la science de l'océan et du climat, et un certain nombre d'entre vous le voient dans les cours. Et en fait, on a constitué au départ une plateforme qui est une initiative de ce que les Nations Unies appellent les organisations non gouvernementales. Dans le langage des Nations Unies, les organisations non gouvernementales ne se résument pas aux associations. C'est tout le monde qui n'est pas officiellement un gouvernement ou une administration du gouvernement. C'est-à-dire les associations, les instituts de recherche, les universités, les industriels, tout le monde est organisation non gouvernementale. Cette plateforme-là est une organisation qui a donc été créée elle a été fondée officiellement en 2014 pour préparer la COP et à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Je vous rappelle que c'est le 8 juin tous les ans, la Journée mondiale de l'océan, avec l'appui de l'UNESCO et de la fameuse commission océanographique intergouvernementale qui est basée à Paris. Donc 2014, création de cette plateforme. En fait, au début, c'était quelque chose d'informel. C'était de rassembler un ensemble d'acteurs pour porter la voix de l'océan à la COP 21, à Paris.
Et finalement, ça a créé une vraie mobilisation globale, hein, puisque du coup, tout un ensemble d'acteurs se sont rassemblés en disant bah, on va être présent à la COP21. Donc, pour ce qui est ici des acteurs du territoire, il y avait énormément de structures. Hein. On a essayé de mobiliser beaucoup de structures pour qu'elles soient présentes, avec des conférences, on avait un stand aussi, de faire en sorte vraiment, on montre que l'océan est quand même un acteur majeur et que finalement il y a beaucoup d'activités qui en dépendent et en même temps et donc d'où la nécessité en tout cas de prendre en compte cet océan dans le cadre de la Convention sur le changement climatique. Aujourd'hui, évidemment, il y a une vraie victoire à la COP21. Le préambule de l'accord de Paris a intégré le mot océan dans le texte pour la première fois. Donc ça, c'était une vraie victoire. Ensuite, il y a eu donc à la COP 2022, cette fois-ci, il y a eu vraiment un agenda qui a été intégré, l'agenda global de l'action, qui a intégré en tout cas l'océan dans son agenda. Donc ça aussi, c'était une vraie victoire. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on parlait de la forêt, on parlait du désert, mais alors l'océan qui représente plus de 70% était complètement absent. On parlait des villes. COP 2023, donc à Bonn, il y a eu le lancement du Ocean Pathway Partnership. Donc ça, c'est aussi, voilà, on voit bien petit à petit l'avancée. Hein, l'océan commence à être intégré dans différents agendas, dans différents accords. Et puis à la COP25, avec une décision finale, la Blue COP de Madrid, à la COP25. Donc aujourd'hui, l'attente est forte, mais on a vu avant quelles étaient les attentes pour la COP26. Donc évidemment, il faut que l'océan continue à prendre une part de plus en plus importante dans ces différentes... aujourd'hui dans la COP26 et pour les COP à suivre. Et donc aujourd'hui, alors un autre succès dont on est assez fiers, c'est que la plateforme Océan Climat, qui aujourd'hui regroupe 90 organisations, pour l'essentiel françaises, mais aussi au niveau international, c'est qu'on s'est battu pour que dans les travaux du GIEC, il y ait un rapport spécial sur l'océan et qu'on a obtenu, grâce en particulier aux efforts de Monaco, on a obtenu la réalisation d'un rapport qui met le focus, et donc c'est le rapport qui était sur l'océan et la cryosphère dans le changement climatique, qui est là. Donc ça a été aussi... Aujourd'hui, c'est plus de 90 membres. Donc Océanopolis, l'UBO sont membres, d'autres acteurs locaux sont membres. Là, vous avez les panneaux. On a fait un stand, donc l'UBO a été le porteur du stand de la plateforme Océan Climat à la COP de Paris et puis à la COP de Marrakech. Donc vous avez un certain nombre d'illustrations qui sont ici. Et aujourd'hui, donc si vous regardez le programme, vous verrez que beaucoup d'événements qui sont organisés, en particulier sur le pavillon France, sont organisés par la plateforme Océan Climat. Donc voilà là un petit peu les acteurs, vous reconnaissez peut-être évidemment le prince Albert, c'est Catherine Chabot, Françoise Gaille qui est donc du CNRS et qui était la responsable, disons l'animatrice du groupe d'experts scientifiques de la plateforme Océan Climat et qui organise disons beaucoup d'événements. Dernier peut-être élément, si juste d'information, c'est que donc je vous disais que les parties observatrices à la Convention sont toutes organisations non gouvernementales. L'UBO est une des rares universités françaises qui est accréditée comme partie observatrice à la plateforme Océan Climat, ce qui nous permet d'avoir chaque année un certain nombre, c'est un peu la loterie, un candidat, on a un certain nombre de places pour envoyer des représentants dans la partie formelle Nations Unies de négociation de la plateforme Océan Climat. Donc cette année on en a eu 4. On a deux représentantes, donc une doctorante et une postdoctorante ISBLU, qui sont sur place en ce moment et qui nous enverront un petit peu des retours de l'ambiance de la COP tous les jours. Donc regardez sur le programme, je crois que c'est vers 17h aujourd'hui, vous pourrez suivre. Et puis Yves-Marie Paulet, qui est le vice-président maire de l'UBO, qui sera à partir de ce soir. Voilà, donc je te donne un petit mot de conclusion et puis éventuellement des questions. Il reste du temps. Bon, très bien. Non, conclusion, par rapport à ce qu'on vient de dire, on voit bien
malgré tout, ça a été assez vite entre la COP20. La retransmission un petit peu de ce qui se passe. Donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas, tout dépend si vous lisez la presse, mais le gouvernement français, le président de la République, a décidé d'organiser un sommet international sur l'océan, qui s'appelle le One Ocean Summit en bon français, qui se tiendra à Brest en février. Et donc vous voyez ici, vous êtes à la COP, à Glasgow, sur le pavillon France. Et on parle de pavillon, mais en fait c'est un stand. un stand. C'est des grands mots, mais juste pour que voilà, vous visualisez un peu. En fait, on est dans, vous imaginez un immense hall, et puis et en fait c'est plein de stands différents. Chaque État a son stand, chaque ONG a son stand. Et souvent les stands, ils sont là pour, il y a quelques infos, quelques panneaux, mais c'est surtout pour organiser des événements. Donc en fait c'est, voilà, vous voyez une petite estrade, et devant, en fait, ce que vous ne voyez pas devant l'estrade, mais là il y a peut-être une cinquantaine de sièges où les gens peuvent venir s'asseoir et écouter, participer, poser des questions. Donc en fait vous avez ça, voilà, c'est des très très grands halls, et il se passe plein d'événements partout en même temps. Donc ça foisonne un peu énormément de choses. Et ça permet aussi pour chaque État de montrer voilà, où ils en sont. En fait, ils invitent des acteurs de leur pays, montrer en fait quelles sont les solutions qu'ils sont en train de mettre en place, quels sont les objectifs. Les scientifiques sont conviés aussi pour présenter des résultats. Et il y a quelques endroits où c'est très collaboratif, où on voit plutôt des programmes multi-partenaires à l'échelle internationale. Donc là, la personne qui parle, c'est Peter Thomson. Peter Thomson, ça doit faire 4 ans maintenant, je pense, qu'il est l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies en charge de l'océan. Donc c'est un petit peu le monsieur porte-parole de l'océan qui fait, disons, tout le tour des pays pour essayer de les convaincre d'avancer vers des accords ambitieux sur le domaine de l'océan. Is to move that climate finance needle in the direction of the sustainable blue economy. Sustainable blue economy, as you guys know, is our future, it's our energy, it's our medicine, it's our food, it's all going to come from the sustainable blue economy. So my thing now is, having established the logic of that, and hopefully every government understands that now, we need to start seeing the money go in that direction. We're not talking about, millions anymore, or billions. We're talking about trillions. We know how to spend trillions. We've been through the COVID thing. And if that is our future, if that's the future of our grandchildren, the sustainable blue economy, let's start investing now. And you've heard about the decarbonisation of shipping thing. I mean, that's in itself $1 trillion there, probably, to get to convert the global fleet. But it's happening. The really good news is it's now happening. Coral, we're going to need billions and billions of dollars to look after that 10 to 30% of coral which is going to survive after 1.5 degrees. Right? We need serious money in that. Good news, it's happening. The Green Climate Fund has just given $125 million to the Global Fund for Coral Reefs, which UNDP administers. So, it's happening, but we have to keep the pressure on. Because for sure, if we don't, it's just going to go too slow. So, what are we going to do, folks? We're just going to never give up. We're going to keep pushing what we do. We're going to go to the UN Ocean Conference in Lisbon. We're all going to be there, of course. But on the way, I hope some of you come to the One Ocean Summit in Brest in February. I hope some of you can make it out to Palau for the Our Ocean Summit. I hope some of you can get to Kunming for the Biodiversity Conference, because that's ocean, right? 90% of life's in the ocean, so we've got to be there in Kunming. The 30 by 30 comes in Kunming. And since we're talking MPAs, let me say that I think it's pretty ambitious, 30 by 30, but obviously I'll fight for it. Why do I say that? Because SDG 14.5 is about getting 10% of the ocean in marine protected areas by 2020. Did we get that? No, we got to about 8%.
But, we fight on, we never give up. There's been some great victories recently. Tristan da Cunha. I'm hoping French Polynesia can get through the hurdles because they're trying their best down there. Kamla was mentioned, the disappointment again that we didn't get the marine protected areas in the Southern Ocean, but we keep fighting for that. And that's about the kind of flexibility that Rahman was talking about on marine protected areas, because the two countries which are objecting to those big marine protected areas in Kamla are saying, but we need that for our food security. And so that's what SDG 14 is about, getting the balance right between sustainable use and conservation. So, in fact, the Ross Sea NPA, allows that. Donc les aires marines protégées comme outil et donc toute la négociation difficile sur l'Antarctique, l'océan austral, en français. Voilà, et donc tous ces enjeux-là qui sont en discussion à Glasgow. On vous donne la parole pour des questions, des précisions. Merci Denis pour la présentation. Merci vous aussi. Moi j'ai une petite question un peu critique sur la mise en place du crédit carbone. Parce que l'effort qu'on aimerait de chaque pays, c'est de pouvoir être dans le sens de la réduction. Mais si déjà on demande, voilà, s'il y a des pays qui sont en retard par rapport à l'action qu'il faut pour réduire, qu'ils peuvent être en mesure de payer l'avancée que les autres ont connue, je pense que c'est une façon de ne pas mettre tout le monde dans la course. L'exigence qu'il faut de la part de chaque pays pour pouvoir réussir à atteindre ce but. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ce côté crédit carbone qui a été mis en place. La question, elle est beaucoup discutée. Et simplement, on se rend compte que on ne peut pas faire qu'avec les engagements volontaires, la bonne volonté. Le marché met un peu de liant. Tout le monde ne pourra pas arriver au même rythme. Et finalement, c'est une manière de donner un bonus à ceux qui arrivent à trouver, en termes d'innovation, en termes de capacité à mettre en œuvre, à trouver plus vite en se disant que derrière, il y a aussi des mécanismes de diffusion de cette innovation. Et donc, c'est une manière à la fois de réguler le problème. Le marché a ses limites, mais il a aussi tout son intérêt en termes de booster, excusez-moi, je cherche les mots en anglais, de reward, de donner un bénéfice à celui qui fait des efforts plus vite que les autres, en se disant qu'il y a des effets d'entraînement. Alors, évidemment, ça peut être utilisé pour se cacher derrière son petit doigt. La question, à la fin, c'est quand même... L'idée, elle est quand même à la fin, c'est que la possibilité d'émettre du carbone va être très très limitée. Et qu'il faudra payer pour émettre ce carbone. Ce carbone, c'est comme n'importe quoi qui est limité, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, la régulation du partage de ça se fait au travers d'un marché, au travers d'un prix. Et ce marché carbone, il vise à faire émerger une vraie valeur de la tonne de carbone. Pour l'instant, sur le marché carbone, elle ne vaut pas grand-chose. C'est très très loin de ce qui devrait être pour que des industriels, ou nous-mêmes dans nos pratiques, finalement on parle de taxe carbone, si le carbone était très très cher, tout ce qui émet du carbone deviendrait cher, et on irait beaucoup plus vite dans l'innovation, pour changer de voiture, pour inventer des nouvelles technologies. Et en fait, c'est de faire émerger cette notion, pas théorique, mais concrète, pratique, de valeur de la tonne de carbone. Il faut créer un mécanisme de marché. Alors pour l'instant, le mécanisme de marché, il est très interétatique, essentiellement. Mais l'idée, à terme, c'est d'arriver à faire que, finalement, ce carbone qu'on peut émettre, la capacité, ou disons le potentiel de la Terre à absorber ce carbone est tellement limité qu'à un moment, si vous voulez travailler avec une énergie carbonée, il va falloir payer très très cher. Ben, ceux qui sont les pays qui ont une économie assez élevée, ils vont s'en foutre. Parce qu'ils pourront être en capacité de payer. Non, parce que de l'autre côté, il y a quand même des engagements qui sont pris. Alors après, la question c'est à quel moment ça va devenir plus dur et plus contraignant et par quels moyens. Il y a des engagements qui sont pris pour chacun de se décarboner. Ah ouais, c'est plus pour, disons, faire que les pays qui avancent plus ou moins vite, ajuster cette rapidité relative par l'échange et le marché. Mais la fin en soi n'est pas que qu'on puisse acheter, parce que finalement la pollution,
Que celui qui pourra payer continuera à polluer. Il y a quand même, de l'autre côté, tout le mécanisme d'engagement. Autant le problème du marché est complexe parce qu'on n'arrive pas véritablement à avoir un prix réel, à révéler la vraie rareté, c'est la même façon, le mécanisme, comment être plus capable au niveau international de vérifier la réalité de ce que chacun dit qu'il fait. Mais ça, on va avancer. Voilà. On avance, je suis d'accord avec vous que c'est des processus qui sont lents, mais qui quand même, si on se dit là où on en était il y a 20 ans, là où on en est maintenant en termes de discussion internationale, on a fait des avancées. On est loin du compte. Et évidemment, ceci n'est que la partie politique. Le reste, la prise de conscience par chacun d'entre nous, le changement des comportements, les politiques des États, tout ceci compte aussi, et les mobilisations de la société civile. Mais je crois qu'il ne faut pas le voir vraiment, ça peut être utilisé comme ça, mais comme un moyen de contourner. Voilà. Et s'il y en a qui le font, il faudra que là. Alors, vous savez comment on fait après au niveau international, hein, c'est l'action, s'il y en a un qui contourne le système et qui utilise le système, après c'est le name and shame. C'est d'être capable de pointer du doigt celui qui contourne la règle, qui ne fait pas ce qu'il faut, et de trouver les moyens de le mettre en cause. Et on compte là-dessus beaucoup sur le retour des sociétés civiles pour dire non, chez nous on ne fait pas ce qu'il faut, il y a une question de solidarité internationale. Merci. Comment s'articulent les COP avec les autres événements qui ont eu dans les autres sphères? Je pense notamment au G20 qui s'est conclu la semaine dernière sur le fait que les se sont séparés, les États se sont séparés, en se disant qu'ils allaient appliquer l'accord de Paris. C'est fixé comme objectif des événements de l'accord de Paris, donc en 2015. Est-ce qu'il y a une articulation entre ces grands événements? Est-ce que l'un ou l'autre, par exemple, ça se passe? Dans la pratique, il y a toute une architecture liée à la Convention. Dans l'architecture liée à la Convention, donc il y a les COP qui sont très très importantes, et puis il y a des organes subsidiaires qui discutent, et puis il y a des protocoles, et puis il y a plein de structures qui se réunissent entre les COP et qui font avancer la discussion. Donc ça, c'est beaucoup la technicité. Et à côté, il y a les initiatives politiques. Et donc, effectivement, on est à la recherche de locomotives en termes de signal politique. Ça s'articule et ça ne s'articule pas, c'est-à-dire organiquement, ça n'est pas articulé, mais politiquement, bien évidemment, c'est central. Et c'est pas pour rien que le G20 se tient juste avant, là, parce qu'ils ont voulu arriver, il y a quand même un enjeu majeur pour quelques gouvernements qui vont avoir des élections dans quelques mois, de dire qu'ils font quelque chose. Ou pour d'autres qui étaient dehors et qui reviennent dedans, de dire qu'ils sont vraiment revenus dedans. Donc, il y a plusieurs espaces politiques qui sont des espaces où les intérêts sont supposés convergents et qui essayent soit de faire avancer le processus. Donc là, on peut penser que ce qui s'est passé à Rome pour le G20, l'idée c'était de dire aux populations de ces pays-là, regardez, on s'est mis d'accord, on représente 80% des émissions à nous qui étions réunis au G20, et on a dit qu'on a confirmé qu'on allait dans le sens de l'accord de Paris. C'est un signal politique. Qu'est-ce qui va sortir à la COP réellement? On n'en sait rien. Mais l'idée, c'est de faire pression quand même sur la Chine, en particulier, et sur un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas pris les engagements, qui n'ont pas augmenté leur ambition. Maintenant, non, il y a d'autres espaces politiques qui sont des espaces politiques qui peuvent être des espaces politiques de résistance dans l'autre sens, ou des espaces politiques pour faire valoir leurs intérêts. Donc, aux Nations Unies, on a par exemple le groupe des 77, qui ne sont pas du tout 77 d'ailleurs, c'est 77 au départ, c'est les pays les moins développés, qui eux mènent une autre campagne quand ils se réunissent, une autre campagne politique qui est de dire les 100 milliards du fonds vert, il faudrait qu'ils soient cash là et qu'ils arrivent. Alors, sauf que dans le groupe des 77, les pays les moins développés, il y a la Chine. Et donc c'est l'espace d'expression politique des principaux intérêts en jeu dans le débat. Donc là, évidemment, le G20 se veut les leaders mondiaux,
Et ils ont considéré que c'était mal parti, Glasgow, tout seul, et que donc il fallait prendre un engagement qui donne de la communication politique. On verra dans 10 jours si ça a donné un impulse politique au développement. Non, mais ça va dans le sens de ce que tu dis, Denis. C'est aussi préparer en amont. Aussi, il semble que la COP26, ça ne va pas donner grand-chose. Ça ne va pas être un bon signal. Il y a quand même des élections à venir. Bon, voilà, il y a des acteurs qui reviennent dans le paysage. Il faut quand même se mettre d'accord. C'est un peu ce qu'on fait au sein de la plateforme Océan Climat, finalement. On se met d'accord, on définit des messages clés. Il faut qu'on arrive à ça. Ça permet aussi de porter une voix forte et peut-être d'avoir un effet d'entraînement. Mais ça peut être l'inverse aussi, hein, ce que dit ça. Ça peut être des États qui se mettent d'accord en amont. Par exemple, si vous regardez ce qui se passe à la Commission baleinière internationale, c'est incroyable. En fait, pour certains États se mettent d'accord pour pouvoir avoir leur voix, pour pouvoir continuer de chasser la baleine. Donc, en fait, toutes ces négociations-là, en général, elles font l'objet de rencontres en amont, entre États. Mais c'est vraiment du lobby, soit très positif, soit pour freiner. Donc il y a toujours une stratégie derrière qui est plutôt au bénéfice. Alors, parfois au bénéfice collectif, comme là, avoir un effet d'annonce plutôt fort, on s'est mis d'accord, voilà ce qu'on annonce, soit au bénéfice individuel de certains États qui vont ralentir et faire en sorte de s'entourer, d'avoir quelques États autour d'eux qui sont de leur côté pour freiner au maximum. Mais tout ça, ça fait partie d'une stratégie en fait qui est définie. Voilà. Il faut faire de la désescalade quand ça commence à devenir chaud, comme sur les histoires de pêcheurs et de Brexit, comme vous l'avez vu cette semaine. Après le G20, on a dit qu'on allait causer, on allait tomber d'accord, et à la fin on est tombé d'accord sur le fait qu'il faut surtout désescalader, parce que ça va mal finir. Il n'y en a rien décidé d'autre. D'autres commentaires ou commentaires et ressentis ou questions? Bien, et donc on vous invite à... Voilà, il y a le programme. Si vous voulez, bon, je pense que Charline et Joël qui sont là, qui sont un peu les maîtresses d'œuvre de cet espace forum, vous pouvez aller les voir hein, si vous voulez. Vous essayez d'avoir accès au programme, peut-être remettre en diffusion ici des événements qui vous intéressent. Nous, c'est ciblé sur l'océan, mais il y a plein d'autres choses. Hein, donc c'est un espace, disons, qui peut être utilisé pour tout type de discussion, de rediffusion. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci.